Bonjour à tous. On se plonge aujourd'hui dans une période absolument charnière. 1945-1949. Essayez de vous représenter la scène. On est en 1945. La guerre la plus dévastatrice de l'histoire vient de se terminer. Le monde, et en particulier l'Europe, n'est qu'un immense champ de ruines. Il faut tout reconstruire. Pas seulement les bâtiments, non, mais aussi les sociétés, l'économie et même l'idée qu'on se fait des relations entre les nations. C'est ce chantier titanesque qu'on va explorer ensemble. Terrible. C'est le mot utilisé ici. Et franchement, il est presque faible pour décrire la réalité. L'ampleur du désastre est juste sans précédent. C'est de ce point de départ, de ce choc absolu, que tout va devoir repartir. 60 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige, on a même du mal à se le représenter. C'est le nombre estimé de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Un coût humain effroyable, et il faut savoir que plus de la moitié de ces victimes étaient des civils. Et ça nous amène directement à notre problématique, la grande question qui va nous guider. Sur quelle base, sur quelle fondation nouvelle, ce monde complètement transformé va-t-il pouvoir se reconstruire ? Comment est-ce qu'on passe d'un tel chaos à l'ébauche d'un nouvel ordre mondial ? Alors voilà le programme. D'abord, on va dresser un état des lieux de ce monde en ruine. Ensuite, on verra l'immense espoir qui naît, avec la volonté de créer de nouvelles règles du jeu, y compris une justice internationale. Mais, et c'est là toute la complexité, on verra comment cet élan va très vite être brisé par la montée des tensions qui mènent à la guerre froide. On fera un point méthode pour le bac et on terminera par une conclusion sur cet héritage si particulier. Allez, on commence. Première partie, on plonge dans ce monde de 1945. Et quand on parle d'effondrement, il faut bien comprendre que ce n'est pas que matériel. C'est un effondrement total. En fait, il faut vraiment avoir en tête ce triple choc. D'abord, un choc humain, bien sûr, avec des dizaines de millions de morts et de déplacés qui errent sur les routes d'Europe. Ensuite, une ruine matérielle, les usines, les ponts, les villes, tout est à terre. Et enfin, et c'est peut-être le plus profond, un traumatisme moral. La découverte des camps d'extermination révèle une horreur inimaginable. Et l'utilisation de la bombe atomique fait peser sur l'humanité la menace de sa propre destruction. C'est un véritable choc de civilisation. Et pourtant, c'est ça qui est fascinant. Au milieu de ce chaos absolu, un espoir immense va naître. Une volonté farouche de bâtir un monde différent, pour que plus jamais ça ne puisse arriver. Les vainqueurs de la guerre, les Alliés, vont alors tenter de poser les bases d'un nouvel ordre mondial, qui repose sur 3 piliers. D'abord, un pilier économique, pour éviter les crises folles comme celle de 1929, puis un pilier social, pour mieux protéger les populations, et enfin, évidemment, un pilier politique, pour essayer de garantir une paix durable. Ce qui est absolument frappant quand on regarde cette frise, c'est la vitesse à laquelle les choses se mettent en place. Regardez bien, les accords de Bretton Woods, qui refondent tout le système économique mondial, sont signés en juillet 1944. La guerre n'est même pas finie en Europe. Ça montre bien l'urgence que ressentaient les dirigeants de l'époque. Il fallait agir, et vite, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et au cœur de ce nouveau projet social, on trouve une idée qui va tout changer, l'État-providence. C'est une vraie révolution dans la façon de penser le rôle de l'État. L'idée, c'est que l'État ne doit plus seulement être un gendarme, mais il doit aussi intervenir activement pour assurer le bien-être des gens, du berceau à la tombe. La sécurité sociale en France en est l'exemple le plus connu et le plus concret. En même temps qu'on reconstruit, on veut aussi juger. Juger les responsables des atrocités commises, et pour ça, il va falloir créer de tout nouveaux outils juridiques. Et là, attention, c'est une véritable révolution du droit qui s'opère. On invente un concept juridique inédit, le crime contre l'humanité. C'est fondamental parce que ça veut dire qu'un individu, même s'il obéit aux ordres de son gouvernement, peut être jugé personnellement pour des actes barbares. Un État ne peut plus tout se permettre au nom de sa souveraineté. C'est l'acte de naissance de la justice pénale internationale. Mais voilà, ce bel élan universaliste, cet espoir de paix et de justice, va très vite se heurter à un mur. L'alliance qui avait permis de vaincre le nazisme ne survit pas à la victoire, et c'est le processus même de reconstruction qui va devenir le terrain d'un nouvel affrontement. En 1947, le rideau tombe. On assiste à un véritable dialogue de sourds, au choc de deux visions du monde qui sont complètement irréconciliables. D'un côté, le président américain Truman qui dit vouloir aider les peuples libres face à la menace communiste. De l'autre, Jdanov, le bras droit de Staline, qui dénonce un impérialisme américain. C'est fait. Le monde est coupé en deux, il devient bipolaire. Chaque camp est persuadé d'incarner le bien et voit l'autre comme une menace existentielle. Et cette fracture idéologique, elle n'est pas juste dans les discours. Très vite, elle se traduit par des crises bien concrètes sur le terrain. Le plan Marshall, cette aide américaine massive pour la reconstruction, est vu par Staline comme une agression. Puis, il y a le coup de Prague en 1948, un coup de force qui fait basculer la Tchécoslovaquie dans le bloc de l'Est. L'escalade atteint son paroxysme avec le blocus de Berlin. La rupture est totale. La guerre froide a commencé. Bon, on a vu le contenu, les grands événements, les grandes idées. Maintenant, passons à la méthode.
comment on se sert de tout ça dans une copie de bac, et notamment pour l'étude critique de documents. C'est une compétence essentielle, alors on reste bien concentré. Retenez bien ce schéma en 3 temps, c'est la clé. L'erreur classique, c'est de paraphraser, de simplement redire ce qui est écrit dans le document. Non, le but du jeu, c'est de le questionner, de le faire parler. Étape 1, on présente sa carte d'identité. Étape 2, on analyse, on décortique ce qu'il dit. Et étape 3, la plus importante, on critique. C'est-à-dire qu'on évalue sa fiabilité, on cherche ses limites, ses non-dits, ses intentions cachées. C'est ça le travail de l'historien, et c'est ça qu'on attend de vous. Et pour vous aider à y voir plus clair dans vos révisions, voilà une petite fiche qui résume l'essentiel. Les dates, les concepts, les acteurs et les lieux à maîtriser absolument. Considérez ça comme votre checklist pour être sûr de ne rien oublier d'important sur ce chapitre. Allez, il est temps de conclure et de revenir à notre question de départ pour faire la synthèse de tout ce qu'on a vu. Alors, finalement, sur quelle fondation ce nouveau monde s'est-il construit ? Eh bien, sur un paradoxe. D'un côté, une fondation faite d'idéaux universalistes, d'immenses espoirs de paix et de justice incarnés par l'ONU. Et de l'autre, une fondation bien plus dure, celle de la réalité géopolitique. Une nouvelle rivalité, idéologique et militaire, entre les États-Unis et l'URSS. C'est cette tension permanente entre l'idéal et le réel qui va marquer toute la seconde moitié du XXe siècle. Je vous laisse avec cette question en guise d'ouverture. C'est tout le paradoxe de cette période fascinante. En voulant à tout prix éviter une nouvelle guerre mondiale chaude, les vainqueurs n'ont-ils pas, sans le vouloir, créé les conditions de la guerre froide ? Cette question de l'équilibre fragile entre la sécurité collective et les rivalités de puissance, elle résonne encore très très fort aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.